Naît-on champion ou on le devient? Parti de son bâtiment natal sans savoir où il allait, comme il aime si bien lui-même à le dire, il est devenu champion. Depuis quelques jours, on sait que la date du 28 octobre est devenue mémorable dans l'esprit et dans la vie de beaucoup de Camerounais, des Africains et le monde entier. Francis Ngannou nous a gratifié d'une très belle prestation du côté de Riyad et tous les Camerounais en étaient fiers. Et on parle également d'une présumée victoire volée. Quel est son point de vue par rapport à cela? Tout ce qu'on sait, mesdames et messieurs, c'est que nous avons la chance. L'équipe d'Equinox Télévision, à travers ce programme, a la chance d'avoir le champion, celui pour qui nous avons beaucoup de respect, celui qui a hissé le Cameroun sur le toit du monde, de retour au bercail, et nous avons la chance de l'avoir sur ce plateau et on doit l'accueillir, mesdames et messieurs, comme il se doit. C'est un plaisir, c'est un honneur. Francis Ngannou, bon après-midi à vous. Bon après-midi, Esther. Je suis tout contente et toute heureuse et au nom de tout le personnel et la haute hiérarchie d'Equinox Télévision, je vous adresse les félicitations. Merci beaucoup. Vous le méritez bien. On vous a vu vous battre et c'était magnifique. C'est normal. Alors, Francis Ngannou de retour au bercail, c'est vrai que nous tous, on a été surpris de le voir arriver comme cela. Mais pour avoir ce niveau de compétition, il faut dire que ça ne passe pas par une absence de préparation. On aimerait comprendre comment s'est effectuée la préparation de Francis Ngannou, qui était naturellement novice en boxe anglaise, parce que vous connaissez déjà au MMA, UFC, avec les 2 ceintures que vous nous avez gratifiées, ces 2 belles victoires. Mais là, on vous découvre en boxe anglaise et vous avez eu une très belle prestation. Alors, ce qui nous intéresse, Francis Ngannou, c'est naturellement la préparation que vous avez mise à l'intérieur pour pouvoir nous proposer une telle réussite. C'était très compliqué parce que même quand on a eu 4 mois pour la préparation, 3 mois et demi, il est clair qu'on ne devait pas égaler une vie tout entière d'expérience, de préparation. Ce que fait Tyson Fury, parce que de toute sa vie, il fait la boxe. Donc, alors que chez nous, on le fait un peu occasionnellement pour augmenter notre arsenal de combat au MMA. Bien que j'ai un peu fait la boxe amateur au départ, quelques combats, mais je n'avais pas d'expérience, pas du tout, et pas de précision. Donc du coup, il fallait maintenant commencer ce sport au niveau le plus élevé qui puisse être possible, parce que Tyson Fury, il est le champion. Donc même psychologiquement, c'était très difficile de se dire, ok, mon premier combat, je commence par le haut. C'est pas, je commence par le bas ou quelque part vers le milieu pour monter. Je commence directement au sommet. Alors du coup, je pense que ça aussi, ça m'a permis de dépasser mes limites parce que je savais que l'obstacle, il était grand. Le gars, il est bon, je sais à quoi m'attendre. Je l'ai déjà vu combattre plusieurs fois, je connais ses qualités. Par contre, il ne sait vraiment rien de moi en boxe anglaise. D'ailleurs, personne ne le savait. Et c'est pour ça où j'étais, pour tout le monde, j'étais le perdant. Le tocard. J'étais le tocard. Ce qui est logique, parce que quand on analyse bien le scénario, je suis le tocard, je suis celui qui n'a jamais fait de boxe anglaise face au champion qui est invaincu depuis 20 ans. Oui, zéro défaite, voilà, on a dit zéro défaite jusqu'ici. Mais sauf que Francis, on sait, vous nous avez dit dans notre précédent entretien, que la boxe, c'était votre passion du début, et que vous êtes arrivé même en infraction au MMA. Effectivement, c'est là où j'ai commencé la boxe. J'ai commencé la boxe étant au Cameroun. J'ai tout laissé ici à Yaoundé pour aller à Douala. J'ai vendu ma moto pour aller à Douala. Je suis allé acheter les équipements de boxe, aller au camp de Newbel, là où j'ai commencé la boxe. C'était pour moi, c'était ma passion. Et ça faisait des années que je rêvais de la boxe, mais je n'avais jamais eu l'opportunité de m'entraîner. Et même à cette époque, je n'avais aucune idée de l'existence du MMA. Je ne savais pas c'est quoi le MMA. Et d'ailleurs, quand j'arrive en France, même en 2013, et qu'on me parle du MMA, en me disant oui, tu as du potentiel et ce serait mieux de faire une transition en MMA parce que ça va être un ascenseur social un peu plus rapide pour toi vu ta condition de précarité. Et moi, je me dis, mais c'est quoi la boxe anglaise? Et c'est en ce moment où le mec
qui s'appelait Didier Camon. Il se met à m'expliquer c'est quoi le MMA. Je dis ok, c'est beau, mais bon, moi je préfère la boxe comme Mike Tyson. C'était votre idole, ça on le sait. Effectivement. Et vous avez même eu la chance de le rencontrer, même quand vous étiez encore au MMA. Oui, je l'avais rencontré il y a de cela 4 ans, en juillet 2019. Après avoir combattu Junior Dos Santos, j'étais invité dans son podcast qui s'appelle Hot Boxing Podcast, simplement. Et à cette époque, ça avait l'air un peu débile, mais je lui avais demandé si le jour où je vais combattre Tyson Fury, est-ce qu'il sera dans mon coin. Et il avait dit, yes brother, I get you. Mais je pense que même lui à cette époque, il n'y croyait pas. Oh, mais cette phrase est restée dans votre cerveau, hein, dans votre mémoire. Parce que j'avais vraiment envie de ce combat et je croyais au fait que j'allais pouvoir le faire. Et du coup, il y a 4 mois qu'on a annoncé le combat, j'ai dit, hey brother, it's on, the fight is on. Mais là, il vous a entraîné. Hein. Mais avant d'arriver aux entraînements, parlez-nous de la boxe anglaise. C'est quoi la boxe anglaise, Francis? La boxe anglaise, c'est le noble art, c'est le sport qui existe depuis plus d'un siècle, je ne sais pas exactement combien d'années. Le sport qui est strictement point, voilà, et avec des gangs de boxe qui vont être définis par une commission et sous des règlements où la plupart des temps, ces règlements, c'est juste ne pas mettre le coup de poing en dessous de la ceinture ou derrière la tête ou sur la colonne vertébrale. Principalement en boxe anglaise, il y a 3 coups. Ça peut paraître bizarre, mais il n'y a que 3 coups. Tout se joue dans 3 coups. Donc le direct, le crochet et l'uppercut. Après, on peut faire 15 000 millions de combinaisons avec ces 3 coups. Il faut aussi travailler des esquives, les déplacements, les jeux de jambes, où tout se joue le plus souvent dans les jeux de jambes, les déplacements, le mouvement de la tête. Donc, c'est un peu ça. Alors, ce combat du 28 octobre, vous nous rassurez que c'est vous qui l'avez demandé? Ah oui, ça faisait très longtemps que je demandais ce combat. Et d'ailleurs, même sur Twitter, Tyson et moi, on se chamaillait un peu de temps en temps. Et ça depuis 4 ans. Comment vous le rencontrez, Tyson Fury? Non, c'est pas par lui que ça se passe. Là, pour cette fois, parce que c'était un peu compliqué, mais même si je voulais ce combat et si peut-être lui aussi il voulait, il fallait un organisateur. Et c'est quand les Saoudiens ont intervenu que les choses se sont facilitées. On a trouvé un accord en moins d'1 semaine. Est-ce que Tyson Fury, vous le rencontrez comment? Vous le découvrez comment? C'est vrai qu'on sait c'est un champion dans la boxe anglaise. Je ne le découvre pas. La rencontre avec lui. Non, je ne peux pas découvrir Tyson Fury puisque je le connaissais. J'ai déjà été même à ses combats. Oui, vous connaissez son existence. Oui, je connais son existence. Oui. Et d'ailleurs, l'année passée, j'étais à Londres quand il a combattu Dylan White au Wembley Stadium. J'étais là-bas, ce qui était très impressionnant parce que c'est une salle de 90 000 personnes et je pense qu'elle était pleine. Et l'ambiance là-bas était juste électrique. Et j'étais assis à côté du ring et après le combat, puisqu'on se connaissait déjà, et d'ailleurs c'était l'une des raisons pour que j'étais là-bas pour provoquer ce combat. Et son promoteur, au nom de Frank Warren, il m'a invité de monter sur le ring où on a un peu échangé quelques mots et discuté sur le baddest man on the planet. Et le premier contact physique avec lui, ça s'est fait comment? Il y a eu un intermédiaire? C'est ça qu'on veut savoir. Avec Tyson Fury. Non, mais c'était sur ce ring qui était le premier contact physique. Ah, d'accord. Oui. Donc, par le passé, il n'y avait pas eu de contact? Non, par le passé, il n'y avait pas eu de contact physique. C'était la première fois. C'était en avril 2022. Avec 2022, et vous combattez en 2023. Alors, au milieu de ces boxeurs que vous connaissez, c'est lui que vous avez ciblé, c'est lui que vous avez choisi. Pourquoi lui? Pourquoi pas les autres? Pour un amateur comme vous, pour quelqu'un qui commence, pourquoi vous visez haut? Ben, mon ego. Je suis Camerounais. Est-ce que c'est... Oui, on sait que vous êtes Camerounais, on connaît le gros cœur, comme on dit au quartier des Camerounais. J'ai le gros cœur. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une autre raison, Francis Ngannou? Le fait que vous ayez déjà 2 ceintures à Non, l'UFC? je n'avais pas encore de ceinture quand j'ai commencé à demander ce combat. Je n'avais pas encore de ceinture. Je dis encore, ça date d'il y a 4 ans, ou un peu plus que 4 ans. Donc à cette époque, c'était juste celui qui était à la tête de la boxe, c'était celui qui était
un peu l'image de la boxe, le meilleur de la boxe de poids lourd, parce que certes qu'il y a Deontay Wilder, Anthony Joshua, mais on a tendance de dire que ok, c'est Tyson Fury qui est le meilleur. Les autres, ils sont des punchers, ils sont ceci, mais Tyson Fury, là, la boxe, ce qui est vrai, parce que techniquement, il n'est égal à aucun de ces autres. Là, vous êtes entre guillemets non-name, puisque vous n'avez pas de ceinture. Et sur la base de quoi il vous répond quoi? Ça, on est quand même curieux de savoir. Il vous répond quoi, puisque vous n'êtes même pas connu dans le domaine? Bon, je ne suis pas connu, c'est peut-être connu dans le domaine de la boxe. Après, je suis très connu dans un autre domaine qui est le MMA. Et ça fait qu'on se connaît et on se respecte mutuellement dans respectivement dans nos deux disciplines. On se connaît, on se respecte. Il connaît, il tweet après mon combat. Quand je gagne un combat de MMA, il répond, il fait une provocation, pareil, moi de mon côté, de lui, parce qu'on est tous les deux à la tête de notre sport. Donc, on se connaît. C'était très évident. Et c'était possible ou moins difficile pour moi de faire le pas avec lui que de lui de faire le pas avec moi, parce que lui, il n'aurait pas tenu 2 minutes. Voilà, alors je fais le pas avec lui. Et ça, je pense que juste pour la beauté de voir, de faire un crossover, de faire ce challenge, je pense que c'était plus un challenge. Parce que d'un autre côté, je voyais la promotion de ce combat et d'un autre côté, on parlait d'un mec qui était puissant, qui avait le punch dans la main, mais qui n'avait pas de cardio, qui n'avait pas de technique, qui n'avait pas ceci. Et d'un autre côté, on parle de l'autre qui est le meilleur on parle de l'autre qui est le meilleur de sa génération et qui est le technicien, l'artisan de la boxe et ceci et cela. Et tu te dis, bah, j'aime ce défi. Et on a quoi dans ces bagages à ce moment-là? C'est-à-dire qu'on vous parle de quelqu'un furieux, on vous dit c'est quelqu'un que son corps c'est comme le mur en fait, donc c'est difficile de lui donner un coup qui l'atteint. Mais vous, à ce moment-là, vous comptez sur quoi en dehors de votre orgueil camerounais, on va dire ça? Vous y croyez vraiment? J'y crois. J'y crois à tout ce que je fais. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai fait. C'était pour défier les doutes, mais j'y croyais parce que, voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'ai déjà appris de par ma propre expérience que rien n'est facile, mais rien n'est impossible, tu vois, et moi, j'ai tendance à croire fermement aux trucs qui sont, pour certains, incroyables. Alors là, Tyson Fury accepte donc le combat. Vous dites quoi? Ah, c'est le moment. Et surtout, dès qu'il accepte ce combat, il y a des rumeurs un peu partout. On dit, ah oui, mais ok, il va aller s'échauffer, oui, mais c'est bon, ça ne sert à rien. Lui, Ngannou ne connaît pas la boxe, ceci, cela. Et je me dis, j'aime ça. Et ça provoque mon ego. Et le soir qu'on accepte, est-ce que vous attendez à ça? Vous êtes attendu à ce qu'il accepte? Parce qu'il aurait pu dire non, non? On sait qu'il refuse, il n'accepte pas toutes les personnes qui lui font la demande. D'ailleurs, je pense que tout dépend de comment la demande elle est formulée. Tout dépend de là où vient la demande. Qu'est-ce qui fait la différence avec la vôtre? Ce qui était la différence, oui. Ce n'est pas moi qui ai fait la demande, ce sont les Saoudiens qui ont fait la demande. Oui, ils ont apprécié ce combat, ils ont voulu faire ce combat. Et Tyson Fury était dans un moment de sa vie où, comme la plupart des boxeurs à ce niveau, qui ont des difficultés à trouver des combats. D'ailleurs, la négociation de combat avec Alexander Usyk avait échoué. Après plusieurs mois de négociations, ils avaient échoué. Là, maintenant, et je pense que l'une des raisons de l'échec de cette négociation était financier. Maintenant, il y a quelqu'un qui arrive sur la table et qui dit, OK, voici ce que je propose. Il te propose quasiment une sécurité, une assurance sur peut-être quelques combats. Et on te dit, OK, tu combats Ngannou et on te donne Usyk, on fait ça. Et lui, les choses deviennent simples. Ce que lui et son équipe, ils n'arrivaient pas à faire, il y a quelqu'un qui vient et qui lui propose ça avec du bonus. C'était la cerise sur le gâteau. Donc, d'ailleurs, même avant que je ne signe, Tyson l'avait signé. Ils m'ont montré des preuves de signature où Tyson l'avait signé avant, tandis que moi, j'étais encore en train de négocier. On m'a dit, oui, mais tu perds le temps. Il faut aller t'entraîner parce que Tyson, il s'entraîne déjà. Regarde, il a signé. Et ce soir, c'est oui, vous faites quoi? Vous buvez du champagne, vous buvez du petit lait, vous frottez les doigts, ou vous dites, ça y est, j'entre en préparation? Je me dis, ça y est, j'ai attendu ça pendant plus de 4 ans, c'est le moment, ok. J'ai demandé et j'ai reçu. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ça? Il faudrait que je fasse de mon mieux. Voilà, c'est pas, je ne suis pas
je suis trop fier de moi pour aller là-bas faire la figuration, pour aller là-bas dire ok, j'ai eu le combat contre Tyson Fury. Alors non, je suis allé maintenant dans la prochaine étape, c'était d'entrer dans l'esprit du gagnant. Comment je fais pour gagner ce combat? Je vais gagner ce combat. Et je pense que sur le coup, j'avais un avantage parce que la formule du danger s'est appliquée. La formule du danger s'est appliquée. Moi, je sais que je suis en danger. Je sais que j'ai en face une montagne, la plus grande montagne. Mais lui, je pense que de son côté, même s'il sait que ok, ce mec, il est dangereux, il peut mettre tout le monde KO, mais je suis technicien, j'ai déjà. Et là, il est un peu, voilà, il était un peu en sécurité. Je pense qu'il a eu ça. Il s'est cru ne pas être en danger. La carte de l'assurance, en voilà, fait. L'assurance, la sécurité. Voilà. Par contre, à chaque instant, j'étais en alerte. Je savais que j'étais en danger à chaque moment. Et c'est à ce moment-là que vous n'étiez plus en danger. Et c'est ça qui fait que même pendant les entraînements, il y avait des moments où on finissait les entraînements et je pense à Tyson Fury et je me dis non. Je pense que je me suis pensé assez entraînant aujourd'hui. Il faut que je refasse quelque chose. Refaisons ça, les gars. Ou refaisons ça. On dit oui, tu as fait ça aujourd'hui. Je dis refaisons ça. Je vous dis parce que c'est moi-même qui sens dans mon cœur ce qui va se passer. Je sais. Et je ne veux pas aller là-bas m'humilier. Voilà. Je sais ce qui va se passer, je sais ce que je veux. Je vais arriver au mieux de ma forme. Alors, ça sont des trucs que je suis certain que lui n'avait pas. Il n'avait pas ce stress, cette anxiété-là. Il n'avait pas... Et c'est un petit débutant. Voilà. Et surtout, je pense que c'était à un mois du combat. Je les ai vus annoncer un combat contre Alexander Usyk le 23 décembre ou après ça. Et c'est là où vous faites une sortie? Hein? Vous faites une sortie quand même? Oui, j'ai fait une sortie sur Twitter. J'ai dit, les gars, je ne sais pas c'est quoi les règles en boxe exactement. Je suis novice dans le domaine. Mais cependant, je sais quand même que, étant blessé ou je ne sais pas, on a besoin de se reposer. Mais quoi qu'il en soit, je sais que d'après ce qui va se passer à Riyad le 28 octobre ne va pas te permettre de combattre le 23 décembre. Après, et ça nous a fait sourire, hein, nous qui sommes sur la toile. On regarde ça, on sourit, on dit, mais il parle de quoi ce gars, nous? Je pense qu'il il a eu la même réaction. Il a dit, oui, mais lui là, c'est quoi? Et d'ailleurs, ils m'ont donné raison parce qu'après le jour du combat, le lendemain, ils sont en train de chercher des options de remplacement pour le 23 décembre parce qu'ils ne pouvaient plus combattre le 23 décembre. Voilà, donc c'était une menace. C'était ce qu'on appelle chez nous le CCA de votre part, cette sortie? Non, ce n'était pas le CCA, c'était un avertissement. Parce que moi, je savais ce pourquoi je me préparais. Une fois encore, je n'allais pas là-bas pour faire de la figuration. J'allais là-bas, je suis allé vraiment dans l'intention de taper. Et vous avez vraiment tapé. Alors, maintenant, vous constituez votre équipe comment? Pour la préparation de ce combat, parce que quand vous dites, j'étais avec des gens, je leur ai dit, on n'a pas assez fait, il faut continuer. Vous avez constitué votre équipe de combien de personnes? Les entraîneurs, on connaît déjà Mike Tyson. Déjà, comment est-ce que je constitue mon équipe? Il y a Dewey Cooper avec qui on travaille, j'ai toujours travaillé en boxe. Il n'est pas... Bon, je me dis, il vient du kickboxing, mais j'aime son énergie. Voilà, c'est quelqu'un de très simple, qui ne complique pas la vie et qui est très, très engagé. Et ça, je pense que c'est un atout qui prime au-dessus de tous les autres atouts. Il y a Dewey. Après, il y a Eric qui est plus MMA, mais encore, j'aime son énergie. On a déjà été on est dans une équipe où voilà, l'ambiance elle est bonne. Maintenant, je me pose la question, la préparation physique, qu'est-ce qu'on fait? Je cherche des préparateurs physiques où j'interviewe peut-être quelques préparateurs, je parle avec eux tête à tête et je me dis non, celui-ci, son état d'esprit, il ne peut pas adhérer à un projet, même si c'est qu'au bout de 4 mois ou 3 mois, il est un peu ailleurs. Donc, on finit par trouver un préparateur physique. On fait la même chose pour un chef, un cuisinier un nutritionniste accompagné d'un cuisinier. Ah, parce que c'est important, tout ça. Oui, c'est important. La qualité de ce qu'on mange. Non seulement la qualité, mais déjà avoir l'esprit libre après les entraînements. Après les entraînements, il ne faut pas réfléchir. Ok, qu'est-ce que je mange? Ou je vais au restaurant, ou je commande. Non, ça déjà,
Il ne faut pas, voilà. Pourtant, il faut manger et il faut manger équilibré. Il ne faut pas juste manger parce qu'on a faim, on mange de n'importe quoi. Là, maintenant, c'est un professionnel qui se charge de ça. Ce qui se passe, c'est qu'à ce niveau, pour être au mieux de sa forme, il faut déléguer les fonctions et se concentrer sur une chose. Parce qu'il y a des jours où je me lève le matin. Quand je me lève le matin, certains jours, je ne sais pas ce que je vais manger au petit déjeuner, ni à midi, ni le soir. D'ailleurs, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être on va faire la boxe ou la préparation physique. Je ne connais rien du programme. J'arrive là-bas, le gars il a fait son travail, il me donne le programme, je suis le programme, je rentre chez moi, je mange, je me couche, après je ressors, je n'ai pas fait la boxe. Donc c'était un peu comme ça. Avoir une bonne équipe, ça te permet aussi d'être libre, de te décharger, tu vois. Tu te libères de toutes ces charges. Voilà. Rester avec l'essentiel, aller s'entraîner, rentrer. Si tu as du temps, le temps que tu as entre les deux, tu te couches, tu te reposes. Il y a aussi quelqu'un ou voilà, peut-être une assistante ou quelqu'un d'autre qui va t'aider pour les papiers administratifs ou un avocat qui va t'aider, qui va parler avec l'autre partie pour des négociations ou des formalités, juste pour que ton seul objectif soit de se concentrer. Maintenant, ça fait combien de litres d'eau à boire pendant cette période d'entraînement? On boit combien de litres d'eau? Je ne compte pas. Ça peut faire 4 litres d'eau par jour? Normalement, je devais boire beaucoup plus que 4 litres d'eau par jour parce que je perds beaucoup d'eau et c'était l'été à Las Vegas où parfois il faisait les 45 degrés. Il faisait très souvent les 45 degrés au mois de juillet-août. Et là, on s'entraînait et parfois dans des hangars sans climatisation aussi dans l'objectif de perdre du poids et d'apprendre à respirer dans les conditions pas favorables. Donc, oui, mais je ne sais pas exactement quelle quantité. Vous avez bu, donc lorsque la vie montait, vous preniez seulement. Voilà. Alors maintenant, les entraînements, ça se passe, les choses vont bon train. Est-ce que pour vous, à un moment donné, il y a eu des couacs ou bien vous avez eu des difficultés à un moment donné où il a fallu crier fort, gronder fort, des non-dits Non, j'ai eu d'énormes difficultés. D'ailleurs, je pense qu'après, lors de chaque préparation, parfois, ça se passe comme ça. Déjà, au bout de 2 semaines, j'ai su que c'était différent. Ça n'allait pas être la même chose. Parce que le nombre de coups que j'ai mis, le nombre de coups de poing que j'ai mis en 2 semaines était un peu ce que je mettais en MMA au bout de 2 mois ou même plus. Voilà. Et je sentais déjà dans mes épaules. Et d'ailleurs, j'ai eu des déchirures de tendons, coupures de tendons, ouais, et des 2 bras. L'un après l'autre, et ce qui m'a fait peur, énormément peur, parce qu'au départ, j'avais juste mon problème de genou. Je me dis, j'espère que ça va tenir. Et après, s'ajoute à ça mon biceps gauche. Mais que vous-même, vous allez aller chercher, quoi, en fait, en tapant trop fort. Après, le côté droit, et je me dis, ok, ça c'est la catastrophe. Je vais combattre le mec le plus fort, le champion du monde, et je ne suis même pas au mieux de ma forme. Déjà que même en étant au mieux de ma forme, ça n'aurait pas toujours été facile. Qu'est-ce que j'ai fait? Et je pense que c'est à partir de ce niveau où le mental il prend le dessus. Si vous avez constaté, même à la fin des entraînements, même la dernière semaine, je portais toujours des manches parce que j'avais des compressions ici pour compresser le côté droit. Parce que le côté gauche allait beaucoup mieux, mais le côté droit pas du tout. Et c'est pour ça que j'avais une kiné avec moi en permanence. On allait aux entraînements ensemble, on rentrait ensemble. À chaque fois, on devait faire une évaluation. Et jusqu'à même le dernier week-end du combat qui précédait le combat, j'avais très mal. Ce n'est que peut-être après 2 jours, parce que je me suis un peu reposé la semaine du combat, je ne suis plus allé en forte intensité. On a baissé en intensité. Le temps pour moi de récupérer, permettre à mon corps de récupérer. Et ce n'est que peut-être 3 jours avant le combat que je n'avais plus trop mal et tout ça. Je me suis dit, ok, il faut préserver ça. Si ça s'aggrave au combat, pourvu que le combat se passe bien, on va gérer le reste après. Même si vous tombez, il n'y a pas de problème. Non, surtout, il ne fallait pas tomber. Alors, sinon, maintenant, vous nous rassurez que ça va bien dans vos biceps là? Oui, ça va bien. Maintenant, j'ai le temps de parce que pour la plupart, il fallait peut-être se reposer
2 à 4 semaines pour récupérer. Et je n'avais pas du tout, je n'avais pas 2 jours à consacrer à ça. Tant qu'on me demandait 2 à 4 semaines de repos, donc il était quasiment impossible de faire ça. Il fallait juste continuer avec jusqu'à la gare. Et là, on pouvait... C'est comme tomber en panne sur l'axe où on est obligé de se débrouiller jusqu'à la prochaine ville. Tout à fait, et avec toutes les difficultés que cela comporte. Oui. Mais on remarque qu'à chaque fois avant un combat, il faudrait que vous ayez un petit accident, mais jusque-là, vous ne fléchissez pas, vous réussissez quand même à vous surmonter. D'ailleurs, c'est pourquoi? Parce que c'est presque la même chose chez tout le monde. Après quelques années dans le sport de combat, tu finis par comprendre que, ok, c'est pas facile. Et ce qui est très important, c'est que parfois, tu te lamentes sur ton sort d'un petit truc comme ça alors que ton adversaire a le double. Mais s'il ne te dit pas, tu ne sauras pas. C'est dans le ring, c'est après que tu te rends compte. Donc, lui, tu te dis, peut-être lui aussi il a ses difficultés, mais tu n'es pas au courant. Tu vois. Et c'est fort probable qu'il ait quelque chose. Qu'il ait quelque chose, parce que c'est très rare d'aller à un combat à 100%. Et pour Tyson Fury, c'était quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, vous n'avez pas... Non, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'avait rien, mais je dis c'est fort probable. C'est une probabilité. Ok. Après, on a eu cette conférence de presse d'avant-match où vous êtes allé très confiant. Oui, au fait, je pense que toute la semaine, pendant toute la période, j'étais confiant. Voilà. Le truc déjà, c'est que je combattais quelqu'un. Je pense que j'avais tout à gagner et quasiment rien à perdre, à part ma fierté. J'avais tout à gagner. Lui, ok, il pouvait montrer qu'il a résisté ou qu'il a gagné contre le mec le plus gros frappeur, mais j'avais plus à gagner que lui. Donc, et j'ai déjà été là plusieurs fois, j'ai déjà été dans des combats et je me suis bien entraîné. Je me dis, ok, je suis au top de ma forme. Dès qu'on va aller là-bas, c'est sur le terrain. Que ça va se passer. Ça va se passer là-bas. Tous les bruits, il est ici. C'est deux hommes qui vont combattre ensemble. Et à partir de ce moment-là, je pense que même s'il a fait du kung-fu, ça va être un peu compliqué. Voilà. J'aime bien cet optimisme-là qui est très, très contagieux. Et on voit vraiment un signe particulier des Camerounais. Les Camerounais ne lâchent pas prise, surtout quand ils sont très convaincus. Alors, maintenant, on a vu la présence, lors de vos préparations, on a vu la présence de Cristiano Ronaldo. Quelques jours avant le combat, avec votre famille, avec maman, les enfants, on a eu des images comme ça qui arrivaient sur la toile. Oui. Oui, on a vu ces images-là. Alors, nous, ce qu'on veut comprendre, est-ce qu'il y avait des moments, c'était des moments de pause, c'était des visites privées, c'était nécessaire pour vous? Non, bon, quand on s'écrivait un peu de temps en temps et il me disait dès que tu arrives à Riyad, tu me fais signe. Dès que je lui ai fait signe, avant il était en Europe parce qu'il jouait la qualification pour les Euros, je crois. Oui, et dès qu'il est arrivé à Riyad, il m'a fait signe. Je lui ai dit si c'est possible, ma famille est là, ils aimeraient prendre la photo avec toi. Il m'a dit oui, je joue, si tu veux, vous venez à mon match mardi, tout ça. J'ai dit ce serait avec plaisir. Et du coup, il m'a mis en contact avec son gars qui a organisé tout ça. Et après le match, d'ailleurs, moi j'avais un truc à faire ce soir, je les ai rejoints après, mais il a donné le mot et on les a accueillis et je les ai retrouvés plus tard. Oui, avec les enfants. On a vu des enfants, 2 petits-enfants. Il y avait beaucoup de petits-enfants. Oui, il y avait 2 qui ont retenu notre attention. Une jeune fille de, je crois, environ 3-4 ans, entre 2 et 4 ans, et puis un petit 1 an, comme par là. Et on s'est dit, la maman était passée où? On a vu votre maman à vous, on a vu 2 enfants, on était très contents, on s'est dit, c'est vrai, les images ne nous disent pas, ce sont les enfants de Francis, mais nous on a compris que c'était les enfants de Francis, on s'est trompé. Alors, si vous avez compris, on avance. Et on se demande si les mamans étaient, la maman, on n'a pas vu la maman des enfants. Ah, je ne sais pas. Elle était quelque part. Si vous avez vu les enfants, vous aurez dû voir la maman. Si vous n'avez pas vu la maman, tant mieux, on avance. D'accord, c'était quand même une très belle image qui est arrivée à point nommé et on était contents. Ça nous a rassurés et ça nous a apaisés. Parce qu'il y en a qui se disent, on ne veut pas de blanche. Bon, on n'est pas raciste, mais
Voilà, donc c'était une très Moi, belle... j'ai rien contre les blanches. Voilà, ok, d'accord, ça aussi on le sait, mais on dit seulement on était content de voir ces images-là. Tant Et mieux. puis la montre que vous avez, c'est celle que Cristiano vous a offerte? Non, c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. Alors, vous l'avez gardée? Ouais, elle est dedans. Elle est dedans. D'accord, maintenant... Je le porte à des occasions un peu. À des occasions. Alors, racontez-nous, c'est vous qui lui avez demandé ça, c'est un cadeau? Non, parce Pourquoi? il a un partenariat avec Jacob & Co, qui est la marque de cette montre, celle-ci aussi. D'ailleurs, c'est Jacob & Co qui m'avait offert ça lors de mon précédent combat, juste voilà, un échange de procédés. Et par contre, pour ce combat, puisque voilà, ils avaient remarqué une relation entre Cristiano et moi, ils ont proposé une Fly of CR7 baguette. Voilà, et ça c'était idéal et en collaboration avec Cristiano Ronaldo. Donc, Et s'est chargé lui-même, Hein? personnellement, de venir vous remettre. non, c'est pas lui-même qui m'a remis. C'est pas lui-même. Il en faisait partie, c'est pas lui. Parce que lui, on s'est vu au match, mais pas à la boutique. On a récupéré la montre à la boutique. Oui, Ouais. parce que les images que nous avons vues, il avait cette montre-là en main. Non, il y a des... Bon, faut pas croire toutes les images que vous voyez. Il y a des coupés-collés, il y a beaucoup de trucs que les gens font et ça arrive aussi dans la toile comme ça. Et après, je dois répondre de ça alors que je n'ai aucune... Alors que Non. vous ne connaissez ni d'Adam Ouais. ni d'Ève, ou vous n'êtes pas responsable de Oui, ça. je ne suis pas responsable de ça. D'accord, on retient le meilleur alors. C'est que Ouais. nous, Non, ce c'est qu'on pas- sait, c'est pas c'est lui. que vous avez reçu, Cristiano Ronaldo vous a offert une montre. Mhm. Avec Jacob & Co. Ah, d'accord, donc c'était un partenariat Oui, avec. Il y avait un d'autres partenariat. tractations derrière. Mhm. C'est une belle montre, hein. En tout cas, Ah on a oui. vu les images, elle est magnifique. Très belle montre. Alors, maintenant, avant ça, il y a eu la présence de maman. Vous avez tenu à ce qu'elle soit là. Oui, d'ailleurs, lors de la négociation de nos contrats, vu ceux qui étaient en face, j'ai quand même demandé le fait qu'ils facilitent la tâche pour ma famille d'être présent parce que à quelques reprises, j'ai essayé de faire ça aux États-Unis et ça n'a pas marché. Et sachant que le combat il devait se faire à Riyad, alors j'ai demandé ça et ils m'ont accordé. Donc j'avais la maman, j'avais des frères, quelques personnes que j'ai pu amener. Alors, ça veut dire que c'est la première fois que maman assistait. Oui, c'était la première fois. Et que les autres fois, c'était pas parce qu'on n'avait pas voulu. Oui, j'avais essayé auparavant et ça ne s'était pas bien Qu'est-ce qui a passé. cloché? Le visa, effectivement. Même à vous-même, on fait ça? Ah, j'ai essayé le visa des États-Unis pour elle, je pense à 2 reprises, ça n'a pas donné. Peut-être parce que c'était juste. Non, c'était pas juste. Après, c'était il y a un peu longtemps. Mais récemment, j'ai essayé même pour mon petit frère, pour mes frères de venir m'aider. Et ça a toujours été refusé. Ah, non, ça nous étonne Ah oui, quand même, hein, ouais, si. quand vous refusez. Ah si, le ce visa genre des États-Unis, ça. c'est pas... c'est C'est pas facile. compliqué. Oui. Ah, d'accord, c'est rassurant, hein, parce que nous, on se dit, Francis Ngannou derrière, ça va être hyper facile. Hein. Non, on se trompe. D'accord, donc cette fois-ci, Dieu a béni, et puis maman est arrivée. Ouais. Non, bon, cette fois-ci, il y avait l'autorité saoudienne était impliquée, donc du coup, le visa a été très, très facile. D'ailleurs, ils ont tous reçu des visas électroniques. D'accord. Maintenant, on revient au 28 octobre. Parlons donc de ce combat-là. Pourquoi le choix de la ville Riyad? On se disait que ça devait se passer aux États-Unis. Puisque ceux qui organisaient, ce sont des Saoudiens. Et en plus, c'était à l'ouverture du grand événement Riyad City. Donc, il n'y avait pas autre endroit plus approprié que Riyad. Voilà. Et puis. Et d'ailleurs, pour la réponse à cette question, on peut aussi dire pourquoi pas Riyad. Pourquoi pas Riyad? Oui. C'est une belle ville quand même. Hein? Très belle ville. Et c'est la troisième vous y fois avez été avant? Oui, c'est la troisième fois que j'y vais et à chaque fois je suis un peu impressionné, surtout par l'architecture de la ville, ce qu'ils ont réussi à faire quasiment au milieu du désert.
et leurs plans d'avenir, les projets qu'ils ont en place, les projets de construction, leur capacité de réalisation des projets. Cette arène-là où on a combattu, ils ont construit ça en trois mois. Et quand tu arrives, c'est quelque chose d'assez magique, c'est quelque chose un peu quasiment du jamais vu, impressionnant. Le ring il sortait du sol. Quand tu arrives, il n'y a rien. Après, le ring, il sort du sol. Oui. C'était impressionnant. Wow. Nous aussi, on a bien vu ça, c'était magnifique. Donc, vous arrivez, il y a les Camerounais là-bas? Oui, il y a des Camerounais. J'en ai vu quelques-uns qui étaient résidents de l'Arabie Saoudite. Ils étaient contents de vous voir, d'échanger avec vous. Ouais. Voilà, vous leur avez donné la possibilité d'échanger avec eux. On a essayé. Parce qu'ils attendaient toujours au hall de l'hôtel. Et comme quand je descendais pour aller aux entraînements, et ils essayaient de me court-circuiter là-bas. Même qu'il y avait la sécurité, mais bon, parfois, on demande la sécurité. Voilà, on a assoupli un peu les choses. Alors, parlons du combat maintenant proprement du jour dit. Quand vous vous réveillez le matin, vous vous rendez compte que c'est le 28 octobre. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? C'est le seul jour où j'ai vraiment stressé de ce combat parce que quand je me réveille, je vais me coucher le lendemain soir après le dîner de gala et toujours je m'inquiète, je me dis mais j'ai un combat et pourquoi est-ce que je ne suis pas stressé, je ne suis pas nerveux, est-ce que je ne suis pas conscient du danger? C'est ça qui me fait peur au fait. Vous n'êtes pas stressé? Oui, le fait que je ne sois pas stressé, j'ai comme l'impression que je ne suis pas conscient de ce qui m'attend. Par contre, quand je me réveille le lendemain à 7 h et je me recouche, et là, le combat, il arrive, je sens le stress qui monte, ça m'envahit et je suis obligé de sortir du lit pour regarder un peu ailleurs, me changer un peu les esprits. Et c'est là où l'adrénaline commence à monter. Voilà. Et qu'est-ce qu'on mange ce jour? On choisit ce qu'on va manger, on fait attention? Non, je mange toujours pareil. Mais je laisse mon chef s'occuper de ça. Alors, les minutes s'égrènent, le temps approche. Vous vous déplacez maintenant vers le site du combat. Voilà, avec tous les attributs qui allaient avec. Toutes les attentes, tout le show, tout ce qu'il y a autour. Et tu te dis, OK. Et la famille? C'est là le grand moment. Et la famille, et tu te dis, OK, j'espère que je ne vais pas me ridiculiser. Et quand on a maman... J'espère que je vais avoir je vais être en forme, je vais être capable de m'exprimer au moins, de démontrer ce que j'ai pu apprendre tous ces temps, ma préparation. Je vais pouvoir mettre ça en valeur. J'espère que ce ne serait pas vain. J'espère que je n'ai pas fait venir ma famille pour la toute première fois pour leur laisser un goût amer ou une déception. J'espère que tout ce bruit-ci, j'espère que je ne vais pas donner tort à tous ceux qui doutent. J'espère que je vais pouvoir, et il y a le stress qui monte et on n'est pas relâché. Voilà. Mais il y a une chose, avec l'expérience, après avoir fait plusieurs combats, tu sais qu'une fois que le combat est lancé, ça va partir. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous pensez au Cameroun? Vous pensez au Cameroun, le regard du Cameroun et des Camerounais de là-bas? Ben oui, puisqu'ils étaient partout, on entendait que... Après, ça me plaît, leur optimisme était un peu... Parfois, je me disais, mais est-ce que les gars savent que je vais combattre le champion, le numéro 1? Parce que pour eux, c'était, oui, il va mettre Tyson Fury au tapis pendant à la troisième seconde. À la troisième minute ou seconde au même, troisième round. Ouais, tu te dis, mais... Et dans ton cœur, tu dis, j'aimerais être aussi confiant que toi, mon gars. Alors, ils ont chanté pour vous, ils ont fait des compositions, des musiques, ils ont soutenu chacun à aller de sa façon. Est-ce que vous avez ressenti tout l'amour que les Camerounais vous envoyaient? Ah si. Ça, c'est... Encore, ça, c'est un truc que le verre rouge ne passe pas inaperçu. Et surtout que je pense que même autour de moi, il n'y avait que des Camerounais, donc ça fait que tout ce qui se passe, la communication circule. Même ce que tu ne vois pas, tu entends. Il y a
Il y a même mon petit qui est là et qui va dire, Qui est il y devenu a ça, très qui a star. vu ça, il y a tel qui a dit ça, telle chose. Parfois, tu te dis, mais petit, c'est trop d'informations. Que laisse-moi me concentrer. Ben, ils sont passionnés, chacun est là. On lui fait un clin Tout d'œil le en monde est, passant. Il tout le s'appelle monde comment est votre petit? Jaurès. Jaurès, il est devenu très, Fomo Michel. il est devenu très star. On a dit qu'on va lui créer un compte. Il est très content. C'est lui, il fait la star plus que vous. Hein. Il a le temps de faire la star. Moi, je n'ai pas le temps de faire la star. Moi, je vois l'obstacle devant moi. Lui, il est à côté. Bon, lui ne va pas être dans le ring. Donc, d'accord. après, je pense qu'il a besoin de faire ça pour créer l'ambiance. Et vous encourager voilà, aussi. Effectivement. Alors, et quand on sait qu'on a maman qui est dans la salle, qui est au spectacle, ça fait quoi? C'était beau non seulement de voir ma mère, mais aussi de voir toute cette communauté, de voir une grande partie de ma famille qui était présente. A vu l'ampleur de l'événement, je savais que c'était un événement comme nul autre. Alors, pour moi, c'était un truc historique. Je savais que ça, c'était un truc qui va rester dans les archives. Par contre, il faut que ça finisse bien. Voilà. C'était beau, mais il faut que ça finisse bien. Alors, c'est ce qui fait qu'à la fin du combat, OK, une fois, je suis entré dans le combat, j'étais bien et tout. Et à la fin du combat, malgré la décision, je me suis dit, OK, tout ça, ça fait partie de l'histoire. Oui, voilà. Et c'était le moment fatidique est arrivé. Il fallait maintenant descendre sur le ring. Ouais. Vous descendez. On vous a vu arriver avec votre tenue majestueuse. Tout le Cameroun s'est levé et crié. C'était très beau. Alors, le chant, l'un des moments vraiment forts de ce 28 octobre-là, c'était le chant de l'hymne national. Ouais. Non, honnêtement, j'ai fait pas mal de combats, mais j'ai jamais rien vu de tel en termes d'organisation et tout ça. Et ils ont fait les choses, les Saoudiens, ils ont fait les choses de façon équitable. En termes de traitement, je ne peux pas me plaindre. Ils nous ont traités avec beaucoup de respect, beaucoup de considération. Nous deux, ils respectaient tous les deux nos valeurs à chacun. Ils respectaient l'origine, l'histoire de chacun. Et la promotion, même la promotion de ce combat était tournée autour de chacun individuellement. Ce n'était pas, OK, l'Arabie Saoudite, c'était l'histoire de Francis Ngannou, l'histoire de Tyson Fury. Et ça, c'est un truc qui était que j'ai beaucoup apprécié chez eux. Déjà lors de la promotion, les premiers tournages de promotion, j'arrive et je me rends compte que je suis à Hollywood pour tourner les promotions de combat. Je me dis, mais c'est que la promotion de combat. Ça ne se fait pas à Hollywood. Je vois l'installation, le truc. Je me dis, OK, c'est pas pareil. Alors, cette image qu'on a vue défiler, on a vu des images comme ça dans les rues. C'était en vidéo ou bien? Surtout toujours sous la toile. Quelles images? On a vu une sorte d'image sur des immeubles, une projection sur des immeubles. Et on voudrait se rassurer si effectivement c'était ça ou c'était des images fabriquées. Non, c'était de vraies images. Sur des immeubles. Ah oui. C'était au Times Square à New York. Oui. C'était, je ne connais pas le nom de l'immeuble, à Londres. C'était à Tokyo, c'était un peu partout. C'était au Sphere de Las Vegas. Ça fait un mois sur le Sphere de Las Vegas, qui est l'œuvre nouvellement construite à Las Vegas, et un peu connu comme la plus grande plateforme de communication digitale à Las Vegas. Vous nous donnez davantage la chair de poule, Francis. C'est ce que moi-même ils m'ont donné. Après je voyais, j'ai vu, j'étais impressionné. Ils m'ont envoyé des images, des statues qu'ils étaient en train de fabriquer. Après je regarde et je dis, mais est-ce que c'est vrai, ou à chaque fois tu te demandes si c'est vrai, mais ils font et ils le font jusqu'à la fin. On fait tout bien. On fait tout bien. Le drapeau du Cameroun, le vert, rouge, jaune, a flotté. Mais tu parles du drapeau du Cameroun. La veille du combat, on nous a dit d'aller faire la répétition du walkout. Et je me dis, mais on ne fait jamais la répétition du walkout. Walkout, c'est tu sors de tes vestiaires, tu marches, il y a une caméra devant toi qui te suit jusqu'au ring. Et pourquoi on fait la répétition? Je dis, non, il y a répétition, je vais là-bas, je vois l'organisation et je vois, il y a un côté où ce sont des hôtesses avec les drapeaux, le drapeau camerounais, il y a un écran de je ne sais pas
peut-être 200 mètres carrés derrière avec un drapeau camerounais qui flotte sur ça comme ça, tu dis ok, c'est pas pareil. Tu dis c'est pas pareil. C'était extraordinaire. Pas... Et j'ai même constaté. Et ce qui était même étonnant, c'est que Tyson Fury n'est même pas entré avec le drapeau. Quand il est entré, le drapeau ne flottait pas sur l'écran. Après, je ne sais pas si c'est son exigence ou c'est quoi, mais je me dis, ah oui. Pourquoi cette attention sur Francis Ngannou? Pourquoi cette attention sur Francis Ngannou? Bah, c'était un peu le tocard. On n'était pas sûr de on ne savait pas ce qu'il allait faire après. Mais c'était beau, hein? Je crois que tout le peuple camerounais vous dit merci par rapport à cela. Alors maintenant, vous allez jusqu'à dire, alors que Tyson Fury vous disait que vous n'allez même pas faire 3. Non, pas Tyson Fury, tout le monde y disait ça, tous les experts, surtout les experts de la boxe. Les analystes aussi. Voilà, les analystes, les anciens boxeurs, tout le monde, même des boxeurs. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils sont aussi sûrs d'eux? Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi confiants? Ok, je n'ai pas fait la boxe, mais j'ai quand même fait le sport de combat, tu vois. J'ai quand même une expérience de sport de combat. Pourquoi? Alors, du coup, ça fait que dès que j'entre sur le ring, mon problème, c'est de ne pas me fatiguer. C'est de gérer le combat jusqu'à la fin. Ça fait que même au premier round, je pensais déjà au 10e round. Comment est-ce que je me sens? Je vais pouvoir tenir. Est-ce que tout va bien? Est-ce que je n'en fais pas trop? Oui, je n'en fais pas trop. Il faut maintenir. Il faut garder une vitesse de croisière qui va te mener jusqu'au dernier round. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que même quand il est tombé au 3e round, c'est vrai que c'était vers la fin du round. Mais une fois qu'on a relancé le combat, je n'ai pas trop accéléré. Je ne voulais pas faire des coups d'accélération inutiles qui peut-être ne devaient pas me servir, surtout parce que contrairement au MMA où que quand quelqu'un tombe au sol, tu peux suivre pour achever. En boxe, on lui donne le temps de récupérer. Donc, ça ne sert à rien de vider son énergie pour qu'il ait la chance de se relever et que toi, tu ne sois pas sûr. Et toi, n'étant pas sûr de si tu auras de l'énergie plus tard pour continuer, il ne faut pas faire ça. Il faut continuer intelligemment. C'est pour ça que vous êtes resté là à faire le geste qui a fait le tour du monde là. Quand il était au sol là, on vous a vu continuer à faire ça. Non, c'était pas pour ça. C'est parce que quand le combat il a commencé, il a dit je t'amène à l'école. Quand on a commencé et quand l'arbitre a donné les instructions, il a dit ok, si vous voulez toucher les gants et rentrez dans vos coins. On s'est touché les gants et en rentrant dans le coin, puisqu'on rentre en marche arrière, il a dit je t'amène à l'école. J'ai dit, enfoiré, tu ne m'amènes pas à l'école. Alors, quand il est tombé là, j'ai dansé. J'ai dit, mais tu es mauvais professeur, toi. C'était ça, au fait. C'était exprès. Oui, mais tu es mauvais professeur. Oui. L'école, là, ça ne se passe pas bien pour toi. Mais là, c'était un point. En bourse anglaise, c'est un point. C'était à prendre en considération, le fait qu'il soit tombé. Oui, ça a été pris en considération, normalement. Oui. Et là, Francis se dit quoi? Je dois redoubler d'efforts? Non. Est-ce que vous avez pensé au chaos dans vos préparations? Surtout, non, il ne fallait pas penser au chaos. Parce que le chaos, c'est un truc où on ne cherche pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis que je n'accélère pas. Parce que une fois dans ma vie, j'ai cherché le chaos. C'est quand j'ai combattu Stipe Miocic pour la ceinture la première fois. Et ça s'est mal passé pour moi. Les autres fois, le chaos, je ne cherche pas, ça arrive. Le chaos, c'est un truc qui arrive. Alors, même sur ce combat, j'avais intérêt à me rappeler ça, de ne pas chercher le chaos, de ne pas chercher des coups forts, sauf si l'occasion se présente, mais il ne faut pas se jeter n'importe comment parce que ça pouvait jouer contre moi. Et c'est ça que j'ai évité. À aucun moment, j'ai cherché le chaos. J'ai voulu faire purement de la boxe. J'étais là en train de faire de l'art. D'accord. Quels étaient les enjeux de ce combat? Il n'y avait pas... Quels étaient les enjeux? Il y avait beaucoup d'argent, il y avait une ceinture qui était... on a vu cette ceinture qu'on a donnée. C'était quoi les enjeux? Bon, sa vraie ceinture, la WBC n'avait pas été mise en jeu. C'était juste une ceinture pour le Baddest Man on the Planet. Mais sa ceinture WBC n'était pas... Parce que ce n'était pas un combat WBC. D'accord. Et après, maintenant, on parle des résultats, on annonce les résultats. Vous êtes toujours en attente, ça jubile, ça crie au Cameroun. On entend Francis partout dans la salle. Mais après, on a autre chose. C'est Fury, la main de Fury qui est levée.
Oui, bon, après, il fallait s'attendre parce que c'est un très gros business. Tu ne peux pas être un loup solitaire et te jeter dans un monde comme ça et espérer que les choses allaient se passer autrement. Une fois encore, j'étais là juste pour prouver que je pouvais boxer, mais je savais qu'une fois que ça arrivait si jamais ça arrivait à la décision, j'allais perdre. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agissait plus de comment j'ai boxé. Il fallait sauver l'image de la boxe. Je suis soi-disant un novice, comme ils ont raconté tout pendant toute la promotion, pendant 3 ou 4 mois. J'arrive là et le, entre guillemets, meilleur de sa génération, le génie, je ne sais pas. Et si j'arrive là et il perd comme ça, surtout à la décision, parce que s'il avait pris un KO, on sait que ça arrive. Tout le monde peut mettre tout le monde KO pendant un combat. C'est un truc qui est imprévisible. Mais c'est à la décision, là où on m'attend le moins. Alors si je le gagne là, c'est un peu une humiliation au fait pour la boxe. Et non seulement ça, mais c'est aussi beaucoup d'enjeux financiers parce que lui, c'était un écosystème. Il est là dans un écosystème qui nourrit tout le monde pendant des années. Et du coup, en prenant ça, ça lui fait perdre de la crédibilité. Et ces gens-là, ils perdent beaucoup. Donc, c'était OK. Même s'il fallait sacrifier quelqu'un, même s'il devait avoir des représailles, on devait sacrifier quelqu'un pour sauver la face. Oui, mais est-ce qu'on ne pense pas aux gens qui regardent le combat? Non, ils ne pensent pas aux gens qui regardent le combat. C'était une grosse déception pour beaucoup de personnes. Hein? Bah, ils sauvent leur face. Au prix de... Maintenant, finalement, qu'est-ce qui est la honte? La honte, c'est de quel côté maintenant? Ça veut dire sauver la face, dire ce qui n'est pas, entre guillemets, ça? Ah, c'est la politique. Et ça a remis en question le goût qu'on a pour la boxe. Ça veut dire désormais, même quand on y va, on se dit, est-ce que ça sert encore ça se passe plus ou moins comme ça. De mettre les organes comme on dit au Cameroun. Il y a LeBron James qui a tweeté, il a dit, c'est pour ça que je ne regarde pas la boxe. Parce que, OK, l'histoire s'est répétée. C'est comme la fiction. Non, pas comme la fiction, mais l'injustice qui se passe dans la boxe. C'est criard, cette injustice. Oui, c'est ça au fait. C'est le système. Et puis les gens ont crié. Et vous-même, vous attendiez à ça? Si, je m'attendais. Je connais le système. Est-ce qu'au fond de vous, vous savez que c'est vous qui avez gagné et qu'on vous a volé votre victoire? À la fin du combat, OK, mon équipe me dit, moi je pense, mais je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Après le combat, je rejoue la scène. Je dis, mais comment est-ce qu'il peut gagner ce combat? Tu vois. D'ailleurs, avant même de rejouer la scène, je n'ai même pas eu à parler. Tout le monde m'en parlait avant que j'arrive à mon hôtel. Tous les interviews qu'on m'a fait ne parlaient que de la décision. Alors, je me dis, il y a un truc derrière cette décision. Parce que je ne sentais pas que, je n'avais pas l'impression que j'avais été aussi dominé, puisque lors du combat, je combattais un truc. C'était le fait de ne pas arriver. C'était plus important pour moi que tout ce qui pouvait se passer dans le combat. Il fallait surtout pas ne pas finir le combat. Alors, il y en a qui disent que parce que vous êtes africain, que si vous avez une autre nationalité, ça devait passer. Non, ça n'a rien à voir avec... C'est pas le racisme? Non, ça n'a rien à voir avec le racisme. J'aurais été blanc, il aurait été noir, ça aurait été pareil. Voilà, ce sont des enjeux. Oui, après, ça n'a rien à voir avec la race. Oui, après cette image-là, après cette belle victoire, qu'est-ce qui a changé en vous? Rien. Qu'est-ce qui devait changer en moi? Votre lecture des combats, dans votre tête. Ah non, si, vous êtes maintenant une personne. J'ai acquis un peu d'expérience en boxe anglaise, mais bon, après on ne va pas dire, avec un combat, tu ne vas pas te prendre pour le champion du monde. J'ai beaucoup de... je manque beaucoup d'expérience en boxe anglaise, voilà. Et ce qui fait que lors de mon prochain combat, si c'est toujours mon prochain combat en boxe anglaise, je vais m'investir autant parce que c'est pas après avoir fait un bon combat que je pense être le maître de la boxe, non. Vous êtes une personne influente. Ces gars, ils font de la boxe depuis 20 ans au haut niveau, peut-être depuis 20 ans, ils ont participé chacun peut-être à 2 Jeux olympiques avant de devenir professionnels, des championnats du monde. Ils ont des centaines au moins une centaine de combats chacun à leur actif.
amateurs compris. Vous êtes une personne très influente aujourd'hui, l'homme de l'heure, comme on dit. Quand on parle du Cameroun maintenant, on dit le pays de Francis Ngannou. Et ça change quoi? Alors, parlons maintenant de votre retour au Cameroun. Vous êtes venu sur la pointe des pieds, Francis Ngannou. Les Camerounais s'attendaient à un retour au pays avec les trompettes et les tambours. Et qui devait porter les trompettes, moi? Les Camerounais étaient prêts à ça. Et vous êtes venu en catimini, d'aucuns parlaient comme... Je ne suis pas venu en catimini, je suis venu comme je viens souvent. Et pourquoi, oui, le catimini était là. Pourquoi on n'a pas... L'information n'a pas fuité, ça n'a pas... Est-ce que l'information fuite souvent quand je viens? Et pourquoi pas cet accueil aussi avec la fanfare? Parce que vous ne méritez pas la fanfare? Non. Non, on n'ose même pas le dire. Non, honnêtement, il y a quand même, je vais avouer, il y a le ministre des Sports, son Excellence Moël Kombi, qui m'a quand même contacté et qui voulait savoir mon programme pour organiser mon arrivée. Et à cet instant-là, j'étais en train d'attendre qu'on m'appelle pour l'avion. Parce que c'était depuis peut-être 6 heures de temps qu'ils travaillaient sur l'avion, que j'avais décidé de venir plutôt au Cameroun. Et du coup, ils ont dit, OK, donne-nous le temps, parce que c'est la nuit, les pilotes dorment, les hôtesses et tout ça, pour qu'on organise le vol et prendre les autorisations de survol. Donc, mes bagages étaient prêts. J'étais allongé sur mon lit et j'attendais qu'ils m'appellent à chaque moment pour me dire, OK, descends pour qu'on t'amène à l'aéroport. Et c'était tard et je devais arriver la nuit. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu un dispositif. Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu un dispositif. Sinon, il avait cette intention. Alors, et si je vous disais, nous on ne considère pas que vous êtes venu, vous devez rentrer encore à Riyad, on prépare votre retour ici? Ah, de toute façon, je vais rentrer et revenir comme d'habitude. Non, parce que les Camerounais ne veulent pas entendre ça. Vous devez rentrer et annoncer maintenant qu'on vous accueille comme un vrai roi. Parce que vous êtes, pour nous, vous êtes le roi, vous êtes le champion. Laissez-moi tranquille. Vous cherchez les problèmes. Les Camerounais vous regardent. Hein? Dites-moi quelque chose. Non, je suis là comme d'habitude. Vous êtes arrivé comme... Non. Les Camerounais n'ont pas apprécié, accepté votre retour. Dites-leur quelque chose. Vous repartez, vous revenez normalement comme un champion? Je suis venu normalement. Non, il n'y avait pas la. Et même avant ça, j'étais champion. Donc, c'est pas comme un champion, Esther. Est-ce que tu insinues que je n'étais pas champion? Non, alors? on s'attendait à vous faire le tour des villes avec la fanfare et tout. Et derrière. Quoi, pour empêcher les gens de dormir? Non, Francis, on vous connaît très humble. Et puis, ça c'est tout vous, quoi. Donc, vous restez toujours là-dedans. Mais les beignets haricots avec les coquilles et comment on appelle encore, les pommes pilées, depuis que vous êtes arrivé au Cameroun, vous avez mangé? Non, pas vraiment. J'ai un peu levé le pied. Ça a été, les 4 mois ont été très difficiles, les entraînements pour avoir la forme. Et là, quand j'y pense, je me dis, OK, si j'arrive, je me mets à me jeter dans les beignets haricots, les soucis. J'y vais un peu doucement. L'autre jour, on m'a apporté le héros, j'ai mangé un peu. Hier, on m'a apporté le coq, j'ai mangé un peu. Je dis, vas-y doucement. Parce que je n'ai plus envie de recommencer là où j'ai commencé. C'était très difficile, les entraînements. Alors, vous êtes venu donc faire quoi au Cameroun? Vous êtes venu donc faire quoi? Dites-nous. Reposer un peu. Vous reposez un peu. Là-bas, vous ne pouvez pas vous reposer? Ben, je n'habite pas à Riyad. Là où vous habitez souvent, là, vous ne pouvez pas. Donc, là où vous êtes tranquille, c'est au Cameroun. Oui. Je suis tranquille. Alors, il y a la famille. Vous avez fait un tour à Batié? Je suis au pays. Pas encore, mais je vais peut-être le faire. Batié vous attend, votre ville natale. Ouais. Un message pour les populations de là-bas, de Batié, de votre village, du chef, qui n'ont pas dormi comme ça. Non, j'ai eu les images et comme d'habitude, j'ai senti le soutien de Batié et de tout le Cameroun. Et voilà. Déjà, je remercie tout le monde qui m'a soutenu, tous les fans, tous ceux qui ont veillé pour moi, tous ceux qui ont supporté, qui m'ont envoyé leur énergie. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Qui ont dirigé les prières vers moi pour ce combat. Et voilà. Alors, vous avez demandé le match retour contre Fury? Oui, il y a un match retour. Je ne sais pas c'est quand, mais il y a un match retour. Il a guéri le visage, on a vu des visages, son visage après, on ne sait pas si c'est parce que c'est la toile, après défiguré avec des bleus partout.
Après ça, c'est son problème. Moi, j'ai fini ma page. Vous- J'ai fait mon bilan, lui fait son bilan. Vous vous êtes passé des coups de fil, vous vous êtes appelé depuis ce combat? Hey, on n'est pas des amis comme ça. On se passe des coups de fil pour faire quoi? On peut dire, Non. comment ça va? Non. Est-ce que nous sommes amis? On ne s'est jamais passé des coups de fil. Alors le match retour, c'est pour bientôt? Il a accepté déjà? Non, il a un match contre Alexandre Usyk qui, par ma faute maintenant, est un peu repoussé parce que ça aurait dû avoir lieu le 23 décembre. Là, c'est un peu repoussé, je ne sais pas, peut-être jusqu'en février. Et après ça, on va voir ce qui va se passer. Donc, il y a beaucoup de trucs à prendre en considération pour le match retour. Mais sinon, pour l'instant, ce n'est pas déterminé. Mais, dans un scénario parfait, j'aimerais attendre le match retour. Voilà, et vous me comptez, préparer. le niveau que vous comptez arriver dans la bourse anglaise pour les prochains vos projets d'avenir, c'est quoi, Francis? Au fait, il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question, mais à la base, c'était pas genre, ok, je m'en vais pour prendre la ceinture, pour faire ça, parce que quand tu te jettes dans ce genre de projet, maintenant, tu entres dans la politique et voilà, tu dois adhérer à certains trucs, la fédération, les organisations, c'est la WBC, WBO ou IBF. Moi, j'avais juste de faire un grand combat, de combattre le meilleur. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce combat, comme je l'explique, n'était pas encadré par la WBC. Mais moi, je n'avais pas de problème. Je n'avais aucun intérêt à la ceinture de la WBC. Ma priorité, c'était de combattre le meilleur et de prouver que moi-même, je suis pas mal. Vous êtes pas mal. Vraiment, après, depuis le 28 octobre, nous, les Camerounais, on dit Ngannou est vraiment fort. Vous êtes fort, Ngannou. Francis Ngannou, vous êtes fort. Là, vous avez confirmé, on a confirmé, mais on sait que vous pouvez aller au-delà de la performance que nous avons vue et on vous souhaite beaucoup de courage. C'est ce que moi aussi je pense et d'ailleurs c'est pour ça qu'après, je pense que pour le match retour, ça va se passer autrement. Comme on dit, j'ai jaugé un peu et maintenant je connais la température, je suis mieux averti, je serai mieux préparé la prochaine fois et je pense qu'on aura un show encore plus électrique que ça. Voilà, vous savez que Equinox a toujours été avec vous, Equinox Télévision. Je sais, pendant le été sur Equinox. Il est temps de dire un mot pour Equinox Télévision. Merci aux téléspectateurs d'Equinox et merci au soutien. Voilà, donc, merci à Esther Mayer, qui est toujours là en train de me casser les pieds. Merci aussi de toujours m'accepter, Francis Ngannou. C'est une histoire de soutien, de passion et d'amour et d'encouragement mutuel et de félicitations. Alors Francis, notre entretien est arrivé à son terme. On va vous dire merci et toutes les félicitations encore et que le Seigneur et les dieux du Cameroun veillent sur vous et que vous puissiez sur nous tous. Et que vous puissiez maintenant nous ramener aussi d'autres victoires. Après, maintenant, on aimerait vous voir défendre. Vous avez défendu déjà certaines courses en MMA et on aimerait vous voir défendre aussi beaucoup d'autres courses. Je ferai de mon mieux. Alors, on va remercier maintenant.